So, hello, my name is Bryce. Welcome to the Four Corners podcast, and I'm here today with Hugues Lampry and Mike Calix, two football coaches at PDM. And today we're going to talk about how sports and education interact with each other and how it affects young athletes and students. So, hi guys. Bonjour, bonjour. Bonjour. My name is Bryce, and welcome to the Youth Corner podcast. Today we're going to be talking about sports and education and how the two connect and how they relate to each other. Personally, I have always had sports be a big part of my life. I played hockey and for a long time, nearly a decade, and I love basketball, and I occasionally follow football and soccer. So we're going to be talking about how the youth, who are, of course, being educated, and how this correlates with when they play sports and how it affects their lives and how they learn to manage it. So, I have with me Hugues and Mike, and we're going to talk about this today. So, personally, I played hockey until I was 15 years old, and the reason I stopped playing hockey is that I wanted to focus on my education, but it didn't exactly go as planned. I stopped playing hockey, and the next year I got held back in high school. So, how do you guys think that, I'll start with you, Mike, how do you think that school and sports interact with each other, and how do kids learn to manage that? Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc, le côté école, puis côté comment gérer like the pressure of school and la pression du sport. Mais je pense que c'est très important pour les jeunes qui s'accommodent là-dessus, puis que ça va bien pour eux autres, là. So, what about you, Hugues? Your thoughts on it? Les jeunes ont beaucoup une pression sociale où l'école doit prendre une place importante dans leur développement. On dit, you need to go to high school, you need to go to CEGEP here in Quebec, you need to go to college. And the focus is primarily on getting grades and getting diploma and everything. But what you realize quickly is most of the kid tells their parents or adult that, oh, I'm going to focus on school and everything, but you realize quickly at 17, 18 years old, those kids goes to CEGEP or university to play sport. And as long as they don't... ils savent pas eux-mêmes que le sport prend plus de place que l'école dans leur cheminement, ils vont faire. Ils vont se planter. Il faut pas qu'ils se cachent que l'école, le sport est plus important pour eux. Puis nous, en tant qu'adultes, c'est de le guider. Parfait, ton sport est important, c'est parfait. Mais 80% d'efforts que tu mets dans le sport, rajoute-en un peu dans l'école. Donc, oui, c'est critique. Ouais. Donc, exactement. Donc, il y a une grosse partie d'un enfant qui fait du sport, qui va à l'école. Il faut qu'il apprenne à gérer son temps pour, en partie, le mettre dans son sport, mais aussi dans son éducation et puis dans son école. Donc, comment vous, en tant que coach, vous assurez que vos joueurs vont rester motivés, non seulement dans leur sport, mais aussi dans leur éducation, mais dans leur vie en général, pour leur but qu'ils ont dans leur vie, que ce soit par rapport au sport ou non? Nous, en travaillant dans un programme scolaire, ça devient un peu plus facile ou efficace, mélanger les deux. Donc, ils ont leur horaire annuel de sport. À travers ça, on va insérer des périodes d'études, on va insérer le suivi académique. Donc, ce nombre de pratiques-là, ben, des fois, on va peut-être retirer des pratiques, retirer des encadrements physiques durant, mettons, la saison morte pour les impliquer dans soit plus de devoirs, plus d'études, plus de suivi avec un enseignant. Donc, la motivation d'un jeune à continuer l'école ou à mettre plus d'efforts va pas nécessairement venir de lui-même, mais il va falloir les forcer d'une certaine manière dans leur horaire quand on a le contrôle. Puis ce que ça peut créer à long terme, c'est que c'est créer une habitude, c'est le jeune que rendu au cégep ou rendu à l'université ou sur le marché du travail, il va continuer à appliquer ce qu'on a réussi à lui imposer, malheureusement dans un jeune âge, mais sans... ça se transforme tranquillement, comme je disais tantôt, une habitude pour lui, là. Puis je vais faire un pouce aussi avec tout ça. On leur demande beaucoup de se créer une structure. Donc, au début du secondaire, tu as une fondation à créer.
une fondation à mettre, tu as une fondation comme une maison. La maison, c'est pas sur juste 3-4 murs, puis ça va tenir. Fait qu'il faut que tu crées quelque chose, tu crées une fondation, puis ensuite, année après année, chaque suivi qu'on fait, ben c'est de mettre un petit peu plus dans sa fondation pour que, rendu au secondaire, sa maison soit finie, puis sa base, sa structure soit une bonne base pour rendre au cégep. Puis tous les outils qu'on l'a donnés, ben ça fait en sorte que ça va être une meilleure personne, un meilleur athlète, un meilleur élève, une meilleure personne dans sa sortie. Okay. You both talked about how the students need to learn to form a structure, to have a certain order in their life. But what do you as a coach suggest or try to help your player with when that structure is damaged? For example, it's not going so well in their sport. Maybe they're not playing well, or they're not playing as much as they would want to, or maybe they're injured so they're not playing at all. So with an injured player, it affects his structure, so it might affect his motivation to keep working with his schoolwork. So how do you help the students with that? La majorité du temps, quand la structure est damage ou chambranlante, ça va être une question de communication. Si le jeune est, dans le fond, quand on arrive dans un programme, que ce soit de hockey, soccer, baseball, donc il y a une structure qui est créée pour rentrer le jeune, mais ça va s'appliquer à 90% des jeunes. Ils vont rentrer, ils vont passer à travers, ils vont ressortir, tout a bien été. Mais ceux qui vont vivre des situations particulières, exemple une blessure, des choses qui se passent à la maison, là on parle de situations particulières. Puis pour aider ce jeune-là, il n'y a pas un protocole comme on va créer pour suivre un secondaire 1 un secondaire 5. Il faut prendre le jeune, il faut réussir à créer un lien de communication avec lui pour tranquillement créer un lien de confiance. Puis qui, malheureusement, de manière à cet âge-là, il faut que ça devienne une confiance aveugle. Il faut qu'il décide de faire confiance à un adulte, autre que ses parents, autre que ses amis qui sont peut-être un peu plus vieux, pour qu'on puisse le guider là-dedans. Parce qu'il va subir une blessure, il va la vivre différemment, il va la voir vivre. C'est arrivé différemment, les émotions vont être différentes. Donc, il faut créer un but personnalisé à ce moment-là. Mais si le jeune ne veut pas nous entendre, il n'y en aura pas de solution. Donc, je pense que c'est la part primaire, là, la confiance, la communication. Avec ça, normalement, ça règle beaucoup, beaucoup de problèmes là, dans la vie en général. Là. OK, fait que c'est d'établir un lien de communication en construisant la structure qui va aider l'élève dans son parcours. Le lien. Si on crée le lien, on est capable de s'ajuster. Pas nécessairement la structure, c'est qu'il y a des jeunes qui vont arriver dans un environnement où ça va être parfait pour eux. OK? Il y en a qui vont arriver, puis mettons que les murs sont trop serrés, le plafond est un petit peu trop haut, ils vont essayer de... Puis c'est correct, quand on met des balises, c'est pour qu'à un moment donné, quelqu'un essaie de les casser, pour nous faire comprendre des choses. Mais quand un jeune ne fit pas, c'est pas nécessairement de nous d'aller vers le jeune, parce que c'est facile d'aller voir quelqu'un. T'as-tu besoin d'aide? Mais il va dire non, il va dire oui, mais il faut trouver la manière de le reacher. Mais lui, ce jeune-là, doit tendre la main. À un moment donné, il y a un point où on pourrait on pourrait t'entourer de 6 personnes, toutes spécialistes en quelque chose, mais si à la fin de la journée, la main n'est pas tendue, ben on n'y arrive pas. Fait que, oui, communication, oui, confiance, mais à la fin de la journée, c'est de faire comprendre aux jeunes. Il y a du monde qui veulent ton bien à toi. Okay. Donc, vraiment, tu dirais que c'est la volonté de l'élève, du jeune, et c'est la chose la plus importante, puisque en tant que coach, si le jeune ne veut pas, peu importe ce que tu fais, il va pas vous... peu importe à quel point tu veux aider un jeune, s'il ne veut pas s'aider lui-même, ça ne va pas fonctionner. Exact. Puis, dans certaines situations, ça peut paraître drastique, ça peut paraître comme c'est la faute du jeune. Le but, c'est pas de mettre la faute sur lui, c'est qu'à la fin de la journée, ce jeune-là est avec lui 24 heures sur 24. Donc, il choisit ce qu'il fait, il choisit ce qu'il pense. Tandis que nous, en tant que coach, on peut être là 3 heures, 4 heures. Donc, pendant ces 3-4 heures-là, on va être là pour lui. Mais par la suite, it's you against you. It's nobody else. You may be on the field, you may be in the gym, you may be in front of your books, or it's always you against you. Okay, so we've talked about how communication is so important. So how do you guys, well, not necessarily how, but what, as coaches, was the biggest challenge for you involving your student, like whether it's his education or his sport or a mix of both? What was the biggest challenge that you faced that you've had to help a student with? It's a mix of both. I think
C'est sûr que ce que tu veux, c'est de t'assurer que, première chose, le jeune en tant que tel soit heureux à ce qu'il fait, soit aussi dans certaines situations, ben, qu'il soit capable de venir, de venir nous voir, puis de venir nous aider, puis t'assurer que s'il y a quelque chose qui va se passer, s'il y a quelque chose que nous autres on va être là. Donc on a eu quand même des situations où ils ont besoin, ils avaient besoin de nous autres. Okay. On parlait de la communication, on parlait de la confiance, on parlait à la fin de la journée, tout être humain va être modelé par son environnement. Donc, ça revient un petit peu tantôt. Bon, tu vas passer 4 heures avec le programme, parfait, ou ton coach. À l'instant que tu n'es plus dans les alentours, dans quel genre d'environnement que tu es? On va parler de tes amis, ton emploi, la famille. Donc, des fois, c'est de faire réaliser à un jeune, est-ce que c'est les bons amis avec qui tu es? Est-ce que tu poses des questions aux bonnes personnes? Puis ça fait mettre le jeune dans une situation où des fois, il doit mettre des adultes ou des leaders de son entourage. Il doit comme poser des questions en disant est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Donc là, c'est son orgueil qu'il faut mettre de côté. Fait que ce soit un homme ou une femme de 30, 40, 50 ou un jeune de 12, 13, 14 ans, l'orgueil joue beaucoup là-dedans. Donc, pas brimer l'orgueil, faire une introspection et l'environnement du jeune, c'est beaucoup. Ça varie d'un jeune à l'autre. Ça sera jamais, encore une fois, un blueprint. Ah, ben, un gars de 5 pieds 10, 120 livres à la maison, c'est le même. Non. Faut que tu prennes le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe puis de toucher le bon bouton au bon moment. Parce qu'il y a une semaine que ça va bien, l'autre semaine que ça va pas bien. Fait que la réaction va être différente aussi, là. OK. Donc, tu as parlé d'orgueil puis comment le jeune doit apprendre à gérer son orgueil et comment vous l'aidez avec ça. Mais un jeune qui, par exemple, voudrait pratiquer un sport d'équipe et qui devrait apprendre à gérer ses responsabilités parce que dans un sport d'équipe, tu as une responsabilité envers toi-même en tant qu'étudiant, envers toi-même en tant que joueur, mais aussi envers ton équipe. Donc, un jeune qui peut avoir des troubles à gérer son orgueil, comment vous allez essayer de le guider pour mieux gérer ses problèmes d'orgueil, pour pouvoir accomplir ses responsabilités envers son équipe et sa propre personne? C'est toujours le concept de la structure qu'on parlait. Si le joueur veut buy-in, si le joueur croit en ce que le programme fait, l'équipe fait, le coach fait, à un moment donné, c'est une question de temps, il va rentrer. Mais je pense que l'avantage qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on est conscient de ce qu'on fait, puis on est conscient qu'on est conscient, donc ça peut être un travail qui peut prendre 2 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense que la discipline au niveau du coach, de travailler là-dessus avec le joueur est une chose, donc de se faire comprendre, voici où tu es présentement. Voici ce que tu devrais être pour l'équipe. Et voici ce que tu gagnerais aussi en tant qu'individu à être comme ça pour l'équipe. Donc, ce qu'on fait là, à la Polyvalente de Montagne aussi, c'est qu'on présente il y a 10 Laws of Leadership. Donc le leadership, c'est pas nécessairement être la personne au-dessus, mais c'est aussi être comment agir quand on se fait leader. Puis il y en a les lois qu'on présente souvent, c'est la loi de la niche. Donc, partout où tu vas, il y a un endroit qui t'appartient. Là, on est dans le fictif. Là, dans l'équipe, il y a une bulle que tu es. Et là, prends la place le plus possible. Est-ce qu'on te voit comme un leader? Oui, prends-le comme le leader. Est-ce que au hockey, t'es 4e trio? Parfait. Sois le meilleur joueur de 4e trio à ce moment-là. Donc, ce qui arrive beaucoup de nos jours, c'est qu'on parle du futur. On parle de concentre-toi à avancer, concentre-toi à faire ci. Concentre-toi là. Qu'est-ce que tu peux faire là? Que tu te sentes mieux. Au moment même. Puis que tu peux devenir meilleur là. Puis par la suite, les choses vont débouler. Je vais en parler une couple de fois. Là, trust the process. Fais confiance au monde autour de toi. Puis ça va découler. C'est un work in progress qu'on fait souvent avec eux autres. Puis c'est un travail à refaire. La vie, on ne va pas juste plugger quelque chose puis ça va fonctionner. Ça va être toujours à retravailler. Mais à un moment donné, la chaîne va embarquer, la roue va embarquer, puis ensuite, ça va être plus efficace pour lui, pour sa personne, puis alentour de lui. L'aura qui va dégager comme leader, leader, ou bien même un leader, on peut appeler ça un leader silencieux. Il n'y a pas besoin d'être
d'être vague, puis de dire « Ah, je fais 6 pieds 6, puis c'est moi la meilleure personne au monde. » Mais tu sais, il va le démontrer par ses actions, par ses choses positives, par tout ce qui a été dit, a été fait. Donc, ça va être, c'est important pour lui d'être un leader, mais c'est un work in progress qui doit gérer de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, puis ça peut aller plus loin, mais positivement, graduellement. So, the most important thing for a leader on his team would be first to make sure that he's doing everything he needs to do in the moment and focusing on. But before that, he needs to know what he can do. Yeah. Because one of the problem I found in our school system is, hey, sit on a bench and do that. Like, what it would cost to the teacher to tell us the kid in 8 months, our goal is to be able to do X, Y, Z. And we're going to take this road to know X, this road to know Y. So we're asking our kids in the classroom to just, okay, hang on, everything will be good. Sometimes it's a good thing to just tell them, okay, those 5 more steps, it's to go that way instead. Okay. It'll be easier for them to know why we're doing that. Right. So it's just their surrounding, the people they have in their surrounding are very important to know that they can rely on someone else, but while still focusing, doing what they have to do themselves, but that they're not alone in doing it. À la fin de la journée, on parle d'un sport d'équipe. Mais c'est un mensonge. Là. Je veux dire, tout le monde a un but personnel qu'ils veulent atteindre. Le programme, l'équipe, I think it's a means to an end. Donc, on accepte qu'on a le même but commun. Mais dans 4 ans, on n'est plus ensemble. Puis c'est correct. C'est correct. Mais dès qu'on accepte ça, hey, parfait, on va se tenir la main. Puis dans 4 ans, on se fait des high five puis on s'en va. Pour pas faire semblant non plus qu'on est accroché pour le reste de notre vie. Là. So, with the fact that young players are, well, they're in the reality where they won't be with their teammates forever. You know, they're going to move on. If they keep playing a sport, specifically football, they're not going to be playing with the same guys, chances are, that they might have grown up with. So for young players that are starting football, what do you think are the biggest challenges that young player will face in their young football career? Je pense que leur défi, déjà en partant, quand ils sont tous ensemble, ils créent un lien. Ils vont créer un peu à un moment donné. Il va avoir, c'est le changement puis le détachement qui est le gros défi pour les jeunes. Puis c'est ça qu'on veut virer. Parce que, je prends un exemple, au football, oui, dans 4 ans, on va être parti, mais c'est tout le temps, il va tout le temps avoir quelque chose, parce que tu vas le revoir quelque part d'autre, tu vas jouer contre, puis tu vas te refaire des nouvelles personnes, des nouveaux amis, puis des nouvelles connaissances. Puis des fois, c'est difficile pour eux autres de changer, de faire le changement. Donc, nous autres, on dit, hey, on te met dans une position, OK, voici ton environnement, mais ça se peut que dans 5 ans, ton environnement va changer. Fait que commence à faire les choses. Rendu là, si tu changes de cercle d'amis, mais pourquoi? Ben, il y a des affaires qui s'est passé, puis c'est plus difficile pour toi de changer, mais on va t'apprendre à créer pas créer ce changement-là, mais à prendre des bonnes décisions pour que tu sois bien jusqu'à la fin de ton sport, jusqu'à temps que tu arrêtes, là. C'est établir sa base pour s'assurer que dans le futur, quand tu n'es plus dans le même environnement, que tu es quand même capable de rester centré sur ta personne puis de rester concentré sur tes objectifs. Exactement. Ben, je vais le dire d'un autre mot, peut-être pour ceux qui ont moins compris, mais le concept est, surtout dans une équipe de football, c'est qu'il y a tellement de variables, encore plus de variables humaines. Tu vas te ramasser dans une équipe là, de 50, 60, 70 joueurs, de 12, 13 entraîneurs, les staff medical, etc., etc. Donc, si on compare école ou dans ton cercle d'amis, les paramètres, les variables autour de toi, c'est les mêmes constamment. Donc, on a un certain confort, on est bien. Je pense aux jeux vidéo, mais
il y a une manière, tu vas voir, il y a un pattern dans ce que tu fais. Tu fais tout le temps la même chose. Mais dans un sport, en tout cas, surtout au football, je trouve, les variables changent constamment. Donc, tu es tout le temps sur un stress. Le mot stress est tellement perçu négatif de nos jours, mais il y a du positif à du stress. Que oui, ça va être le challenge, mais c'est ce qui va te faire grandir. C'est ce qui va t'amener le plus d'opportunités plus tard dans la vie. Le changement, les variables, les choses que tu peux pas anticiper, mais que tu dois te préparer pour. Bienvenue dans la vie d'adulte. Là. Il y a des choses que tu vas te tourner le coin, tu vas avoir un curveball. C'est comme ça existe, ça. Ouais. Yeah. C'est ce que j'adore de nous, c'est qu'on est tellement d'humains que justement, tu n'as aucune idée de ce qui peut arriver. Mais tu as quand même du monde autour de toi qui vont t'appuyer quand ça va arriver. So it makes the students, it forces them to be able to adapt to their environments because it's one that can be constantly changing. So they have to be ready for that. And when they get out of high school, it's not going to get any easier in how their environments are changing. So, speaking of like, you mentioned the environments and everything, but how do you think specifically for women, how do you think that communities and schools, for example, will impact or will push and help women who want to be in sports? Because obviously historically sports have been something that have been dominated by men, and we're seeing now that more and more women are getting into sports and they're being pushed into it. So how do you think that communities as a whole, schools, the government even with its own policies regarding this and funding, how do you think that all of these affect young women who want to get into sports? Bon, évidemment, j'ai la réalité d'être un homme. Des choses que je comprendrai jamais vu que je suis pas une femme, puis it is what it is. Par contre, en regardant qu'est-ce qui se passe, en écoutant, bon, tu sais, t'as TikTok, Reddit, Facebook, où que le monde vont parler souvent du plus négatif, mais il y a tout le temps des choses aussi à retenir de ça. Évidemment, les barrières sont... Je pense que les hommes et les femmes ont tous les mêmes genres de barrières. C'est juste que peut-être que la barrière est un peu plus solide pour la femme, dans le sens qu'elle est plus dure à briser. Au niveau du gouvernement, au niveau de l'école, au niveau, etc., des organismes, je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites qui ne sont pas faites. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas assez bien présentées. À la fin de la journée, moi, ce que je peux faire en tant qu'individu, c'est s'il y a une fille ou une femme qui décide de s'impliquer dans le football, bien, je pense que ma responsabilité primaire, c'est de la rendre à l'aise dans son environnement. À partir de là, quand elle est à l'aise, ben là, ils vont avoir les mêmes opportunités que les hommes qui sont sur place, ou les garçons. Il y a le côté d'éducation aussi à faire. Du garçon ou de l'homme, c'est pas parce que c'est une femme ou une fille qu'on doit la traiter différent. Donc, évidemment, il y a un struggle constant dans cette situation-là, mais je pense que présentement, au niveau là, de la planète Terre ou de l'évolution de l'humain, c'est un combat qu'on vit énormément. Je suis content qu'on le vit présentement. Moi, en tant que personne, en tant que coach, je me concentre sur, il y en a une autour de moi qui décide de l'être, parfait. On va l'amener au même niveau que les autres et elle va se battre comme les autres. So, it's acknowledging that historically there's been differences in how women and men were treating in sports while trying to make it so the difference, like the gap in how they're treated, is shortened. Yeah. No, the goal is not to treat them differently, it's just to bring them up at the same level. Okay. So like young girls, young women, young men, young boys that are either into sports already or getting into sports, how do you think that, specifically in high school, because this is a period of change for young men and women, how do you think that playing sports can affect a young person's mental health? Ben, on parle souvent, là, nous, du secondaire 3, qui est, selon nous, l'âge critique des changements. Donc, tu es au milieu de tout. Tu n'es pas en secondaire 1, le début, tu n'es pas en secondaire 5 pour les vieux. Au football, tu es au cadet. Tu n'es pas au Benjamin, où c'est niveau, tu es au juvénile, où on se concentre pour le cégep. Donc, c'est d'acknowledge où qu'ils sont présentement, puis de leur faire réaliser, là, ça revient un peu tantôt, voici où tu es présentement, là, dans la société en général. Voici les challenges qui sont autour de toi. Voici ce qui est peut-être plus facile pour toi, puis profite-en. Le sport, qu'est-ce que ça l'apporte? C'est que ça va créer des opportunités pour être à l'aise dans le futur. On parlait tantôt, là, ça crée des variables, ça crée des paramètres que si tu restes encabané chez toi, puis tu ne vis pas de stress,
que tu vis pas de situation où tu dois te challenger personnellement, ben c'est là que mon Dieu, les problèmes mentaux vont créer. C'est que tu vis pas de stress, donc tu n'as pas besoin de changer. Quand tu tombes dans un environnement de sport, de compétition, tu dois atteindre un certain niveau. On a des attentes pour toi. Il y a des choses que tu nous dois. Ben, c'est ce qui va te développer le courage, la discipline d'arriver plus tard, puis d'être capable de foncer vers n'importe quoi. Donc, on veut que le jeune ait des hauts, mais on veut que le jeune ait des bas aussi. Comme je dis souvent, quand un jeune vient rentrer dans le bureau puis il pleure, puis c'est correct. Je dirais pas de non, c'est pas ça le but, là, mais c'est correct que tu viennes pas me voir quand tu es heureux. Je veux pas être là quand tu es heureux. Là. Quand tu es heureux, va avec tes amis, va t'amuser. Mais quand ça va pas bien, ben profite du monde qui sont là pour toi. T'sais. Le sport, c'est un entourage, c'est un coussin, c'est un filet. Tombe. Vas-y, tombe. On a vu du monde tomber. Là. On attend juste que tu tombes à la fin de la journée. T'sais. Puis après ça, on va te remonter. Tu sais, puis je vais pencher un peu là-dessus. On voit trop de jeunes attendre à frapper le mur. Puis on leur guide, on leur dit, fais attention, tu sais, t'as une ligne droite, puis là, tu vas curver, mais là, tu vas tourner à droite, puis tu vas rentrer dans le mur. Non, ça, c'est correct, tu sais. Puis, à un moment donné, quand ils frappent le mur, c'est là qu'on les prend, puis on les prend dans un endroit où ils sont vulnérables, puis c'est très difficile. Donc, correct, tu vas crasher, mais on est toujours là pour te remonter, puis te religner là-dessus, puis ben, sur la ligne. Puis en même temps, rendu à un certain secondaire, donc on a, comme Hugues disait, si on a 3, si on a 4, là, t'es dans un lieu où est-ce que le changement il est constamment jusqu'en secondaire 5, puis même jusqu'au cégep, à l'université, puis dans ta vie en général, parce que dès que tu sors de là, le pourcentage, tu sors du cégep, là, tu es rendu en adulte, mais il y a 1%, tu connais juste le 1% de ce qui va arriver dans ta vie. Ouais. Donc, il faut que tu sois capable de profiter de ce changement-là, puis de t'habituer constamment à cette routine-là. Ensuite, ta structure va être correcte. Là. Fait que c'est profiter de l'encadrement qu'un élève va avoir à l'école, en même temps en apprenant à l'élève de devenir plus indépendant, de gérer ses problèmes. Oui. They need to understand that they need to fail sometime in their life. It's best to fail when you're young with people that cares about you around you than 20 or 30 years later when you're a dad or a mother of 4 children and you need to carry everyone around you. Failing is not a bad thing. Failing is how to get up and learn after. Yeah. Donc, tu peux échouer. Dans la vie, on va échouer. Même en adulte, on va échouer à plein de choses. Mais c'est comment tu te relèves pour justement t'arriver à dire, OK, j'ai fait, j'ai tombé, faut que je me relève, puis il faut que je me reconstruise constamment pour que j'aille en avant. So, there's an aspect of it's inevitable that a kid is going to fail, so it's necessary that kid knows how to react and how to bounce back after failing. Yeah. Okay. Because you're going to fail all your life. Yeah. So, speaking of how players will learn how to manage their mental health or how sports can affect their mental health, how do you think that bullying affects young players and students' mental health and also their life in general in the world of sports? On a eu des cas de bullying, puis c'est une question qui revient de plus en plus. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Comment contrer ça? C'est sûr de s'asseoir avec le jeune, puis comment lui poser plusieurs questions, que ce soit les amis, la famille, ça. Mais le but là-dedans, c'est de l'aider à comment je peux contrer ça.
comment je peux tu sais, les personnes en auto, pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils sont jaloux? Est-ce qu'ils sont ils t'apprécient pas? Ils veulent te sortir de tout ce que tu fais. C'est les rencontrer et de dire, tu sais, la réalité de ce jeune-là n'est pas la même réalité de toi. Fait qu'au lieu d'aller d'être arrogant ou bien d'aller bullying la personne, hey, va prendre la main, il va l'aider. Il va l'aider dans ça. S'il fait juste cette première action-là, il va aider à plusieurs personnes, puis il va aider dans la société. Okay. Quand on reçoit un jeune qui... C'est inévitable, le bullying. Là, je pense que ça fait partie, malheureusement, de l'être humain. Là, comme n'importe quoi. On sait que c'est pas bien volé, on sait que c'est pas bien tué, on sait que c'est pas bien X, Y, Z. Mais si on sait que c'est pas bien, pourquoi ça l'arrive encore? Bon, il y a du monde qui sont pas programmés socialement de la bonne manière. Le bullying va constantly be there. Donc, c'est une opportunité pour, quand le jeune est stabilisé, mettons, après un événement, c'est de faire comprendre, hey, c'est une opportunité. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour ajuster ta situation? Tu es la victime, puis c'est correct. Il y a des choses que tu peux faire pour améliorer ton sort. Puis nous, on va t'appuyer là-dedans. Puis viens nous aider pour aider les plus autres personnes autour qui vont peut-être vivre des situations créées par un ou deux personnes qu'on considère bully. Puis aide-nous à changer ces deux personnes-là aussi. Là. En bas âge, des fois, ils sont peut-être pas conscients que c'est du bullying. Peut-être que pour eux, on s'amuse. Là. Donc, il y a un aspect où il va peut-être passer d'une victime à un outil pour nous, un outil pour lui-même, puis un outil pour son entourage. Donc, il faut pas se cacher de ça. Là. OK. Pour finir, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que dans la région Laurentienne, il y a un bon un accès qui est facile pour des jeunes immigrants qui veulent jouer au sport, qui veulent faire du sport? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est présent dans la région Laurentienne? Absolument. Absolument. Il y en a beaucoup de plus en plus qui... beaucoup d'immigrants qui vont rentrer dans le sport. Pourquoi? Ben, c'est un besoin de bouger, c'est un besoin d'aller socialiser. Puis c'est aussi un besoin de s'intégrer. Puis c'est là aussi qu'on veut aller, qu'on veut s'assurer que l'immigrant soit bien accueilli, puis ensuite de ça, mais c'est de travailler avec lui, ses difficultés, c'est les hauts et les bas, mais je pense absolument ça de plus en plus on voit plusieurs immigrants s'intégrer dans le sport, puis c'est bon pour eux autres. Je vais parler de la réalité scolaire. Là. Je pense que quand ils arrivent dans une école, je pense que tous les acteurs qui sont en place vont faire leur possible pour démontrer qu'est-ce qu'il y a disponible dans l'école. Après ça, est-ce qu'ils ont tous les outils nécessaires? Je crois qu'il y a toujours moyen de faire plus. Là, je pense que ce qui se passe, que ce soit sur la Rive-Nord ou ailleurs, on rely beaucoup sur une personne, deux personnes, trois personnes qui sont hyper motivées. Parce que ça fait que des fois, à long terme, on va voir des opportunités qui vont s'effacer. Parce que ces personnes-là, ben, ils move on their life, ils trouvent d'autres projets. Ben, il manque, je pense, de chemin tracé pour que quelqu'un arrive et fait comme « Hey, parfait, je vais continuer ce projet-là. » Pour que ben, dans 3, 4, 5, 6 ans, ben, ça soit une continuité et non un struggle pour quelqu'un de pouvoir aider ensuite les autres. So, I want to thank you guys. Merci d'être venu sur le podcast. Merci à vous. Puis, merci à vous. Thank you for your time, and we'd like to thank the viewers for tuning in. And Youth Corner Jeunesse is a project created by Four Corners Laurentian Community Network. We would like to thank the funding provided by the Regional Development Network, the Canadian Heritage, and the Secretariat for Relations with English-speaking Quebecers. Thank you.